Bonsoir tout le monde. Ceci n'est pas une kippa, c'est un bonnet sur ma tête parce que je suis chauve et qu'il fait froid chez moi. Alors, euh, comme nous sommes bientôt rendus à Pâques, c'est la Pâques pour les chrétiens, c'est la Pâques pour les juifs, et les musulmans viennent de terminer le ramadan, je me suis dit, inspiré par le Saint-Esprit, qu'il fallait que je fasse une petite vidéo sur ma vision de ce qu'est le sionisme. Alors, commençons par le commencement. Le sionisme a été créé, on va arrondir les dates, aux alentours de 1900. C'est un mouvement juif qui a été créé avec l'idée que les juifs étant une diaspora et ne disposant pas d'une terre à eux, ils devaient obtenir une terre qui leur soit consacrée et que comme leurs ancêtres venaient de Palestine. En 1900, il s'agissait de la Palestine qui était occupée par les Palestiniens et non pas par les Juifs. Il fallait donc retourner dans la terre de leurs ancêtres. Le sionisme a été inspiré par des gens qui n'étaient pas véritablement croyants et par d'autres qui étaient très croyants. D'accord ? Donc, pour ceux qui n'étaient pas croyants, la Torah, c'est-à-dire ce que les chrétiens appellent la Bible, c'était la référence. Mais pour ceux qui étaient croyants, les orthodoxes, on va dire, c'était vraiment une référence. Mais de toute façon, dans le sionisme, il y a l'idée que si c'est écrit dans la Bible, si c'est écrit dans la Torah, alors c'est que tout est vrai. D'accord ? Ça, c'est un point sur lequel je voudrais discuter, peut-être dans cette vidéo ou dans une autre vidéo. Donc, en 1900, il n'y a pas encore eu le nazisme. Avec l'arrivée du nazisme, qui est un antisémitisme, mais pas seulement, c'est un anticommunisme, un anti-slavisme, c'est un anti-tout en fait. Le nazisme, qui a fait 6 millions de victimes, eh bien, a donné des arguments aux gens qui étaient sionistes, qui ont dit, vous voyez, on a massacré 6 millions d'entre nous en Europe, ceux-là qui n'ont pas pu échapper à la Shoah, ce sont les rares qui ont été en Palestine. Ils ont fait alors les Juifs disent leur aliyah, c'est-à-dire leur retour à la terre des ancêtres. Donc effectivement, je me souviens très bien d'avoir vu un document, on appelle ces Juifs le 7e million. C'est-à-dire, c'était les Juifs qui étaient dans la période 1933 et 1945, la période nazie, et qui étaient déjà installés en Palestine. 1 million de personnes, d'accord ? Donc, on voit que déjà de 1900 à 1900, on va dire 1948, puisque ça c'est la date de la fondation de l'État d'Israël, il y avait eu déjà une immigration d'Europe, des États-Unis, mais surtout d'Europe, je pense. Ça, je ne suis pas sûr de mon coup, il faudrait vérifier les stats. Et beaucoup de Juifs s'étaient déjà installés en Palestine. Donc, quand une population massive s'installe dans un pays où il y a déjà des habitants, ça crée naturellement des problèmes. Et les problèmes, ce sont des tensions. Et des tensions, ce sont des violences. Et des violences, ce sont des haines réciproques. D'accord ? Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que ce million de Juifs qui s'étaient installés de 1900 à 1948 en Palestine avait fait pour trouver des terres, des maisons, etc. Eh bien, ils se sont servis d'argent. Ils ont acheté des terres. Le problème, c'est que les terres ont été achetées non pas à des paysans qui cultivaient cette terre, mais à des seigneurs, parce que les Palestiniens de 1900 à 1948, ils étaient quand même dans un système féodal et ils n'étaient pas propriétaires de leurs terres. Vous savez, le mot fermier en France,
ça vient de celui qui tient une ferme, c'est-à-dire il paie pour avoir le droit de cultiver une terre qui n'appartient pas à lui, qui ne lui appartient pas. Donc, il a été très facile à ces premiers colons d'acheter, moyennant finance, hein, tout simplement, hein, ils ont acheté les terres aux seigneurs féodaux qui possédaient les terres, et les paysans qui étaient sur cette terre, ils n'avaient pas leur mot à dire. D'accord ? Ce qui a fait la force du mouvement sioniste, c'est l'extermination de 6 millions de juifs en Europe. Mais il faut dire que parmi les juifs européens, alors je ne sais pas quelle était la situation aux États-Unis, mais je parle des juifs européens, en particulier ceux de Pologne, d'Ukraine et un petit peu de Russie, il y avait beaucoup de juifs qui n'étaient pas sionistes. Ceux-là étaient membres du Bund, c'était des juifs prolétaires. D'ailleurs, je crois qu'il y a un gars qui est considéré comme un antisémite, qui est Soral, qui a dit que chez les juifs, il n'y a pas de prolétariat. Si, il y avait un prolétariat. C'était pas un prolétariat comme il peut exister dans le monde chrétien, avec des ouvriers métallurgistes ou des choses comme ça, des mineurs, mais c'était quand même une classe relativement pauvre, hein, des artisans, hein, c'était pas des banquiers, c'était pas des usuriers, c'était des gens qui n'avaient pas de grands moyens. La preuve, c'est qu'ils ont été capturés par les Allemands et ils ont été exterminés. S'ils avaient été riches, je peux vous dire qu'ils n'auraient pas fini dans les camps de concentration. Ils se seraient sauvés soit aux États-Unis, soit en Israël, hein, quelque part pour se réfugier. Les plus malins, ce sont ceux qui sont partis aux États-Unis, un pays immensément vaste, d'accord, qui demandait de la population. Donc, deux mouvements qui s'opposent. Les juifs qui ne sont pas sionistes, ils sont exterminés. Que reste-t-il? Les survivants et les sionistes qui leur disent « Venez en Israël, venez en Israël ». Et à ce moment-là, à partir de 1948, lorsque l'État d'Israël a été reconnu par les Nations Unies, pourquoi? À mon avis, hein, c'est mon avis, c'est parce que tout simplement, les États européens en général voulaient se débarrasser de leur population juive. Ça, c'est de l'antisémisme. Ça, c'est de l'antisémisme. Je dis de l'antisémitisme, pardon. En fait, c'est mieux de dire antisémisme que antisémitisme. Alors, donc, l'État de 1948, à partir du moment où il est reconnu, il ne peut que exploser sa population. Parce que dans le sionisme, il y a l'idée de, comment dire, il y a quand même une idée d'eugénisme, de racisme. L'eugénisme, le racisme, c'est pas un truc juif, c'est un truc universel, en particulier dans les années 1900 et puis jusqu'à 1950, même 1945. Enfin, le mouvement nazi, s'il a eu du succès, c'est parce qu'il y avait une pensée européenne qui était une pensée raciste, eugéniste, nationaliste. Elle avait toutes ces caractéristiques. N'oubliez pas, même aux États-Unis, je prendrai un exemple. L'exemple de la famille Kennedy qui a fait lobotomiser un de ses enfants, une fille, parce qu'elle n'était pas normale. Elle n'était pas normale, entre guillemets, d'accord? Donc, vous voyez, cette idée d'eugénisme, amélioration de la race, etc., c'est quelque chose qui était général au XXe siècle. Ça a commencé, bien sûr, au XIXe siècle, et ça s'est implanté avec des idées folles absolument partout en Europe. Hein. C'était la science qui mesurait, vous voyez, la dimension des crânes, la largeur, la hauteur des crânes, pour dire, voilà, celui-là, il fait partie de telle race, celui-là, il fait partie de telle race. Donc, je n'accuse pas le sionisme d'être le seul
tenant de ce nationalisme, racisme, eugénisme. Non, je dis, c'était dans l'air du temps et ça n'a pas épargné les populations juives. Et bon, moi j'ai vu un reportage israélien sur les phrases qui sont écrites dans le livre de Herzl, enfin dans les textes sionistes. Je veux dire, il n'y a pas grande différence avec ce que Adolf Hitler a écrit dans Mein Kampf. Hein. Sauf que là, c'est le monde inversé. Vous voyez, les nazis ne peuvent pas sentir les juifs, et là, ce sont les sionistes qui ne peuvent pas sentir les non-juifs. Et c'est ça qui pose problème, parce que à partir du moment où l'État devient un État fort, 1948, qu'il acquiert une technologie, des finances, une population qui augmente, le problème palestinien, il ne fait que de s'aggraver. Parce qu'ils sont là, les Palestiniens, et ils gênent. Et ils gênent. Et donc, vous voyez, de 1948 à aujourd'hui, eh bien, on a vu que la situation n'a fait que d'empirer pour en arriver au génocide actuel, qui n'est pas un génocide qui a été fait par des Allemands, mais un génocide qui a été fait par des Juifs, qui normalement devraient se souvenir de ce qui s'est passé avec certains Juifs qui ne sont pas forcément leurs ancêtres. Hein, parce que, vous savez, les descendants des gens qui sont morts dans les camps, les 6 millions, ils n'ont pas eu beaucoup de descendance. Hein. Tout le monde y passait, les vieux, les adultes, les enfants. Donc, bien sûr qu'il y a des descendants du génocide, mais ils sont peut-être même pas, ils sont peut-être pas en train d'habiter en Israël actuellement. Ils sont peut-être en France, aux États-Unis, mais ils ne sont pas en Israël. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Un sioniste, c'est pas forcément un gars qui a beaucoup souffert de l'antisémitisme parce qu'il était en Europe. Non. Si il est né en Israël, peut-être que son père est né en Israël, peut-être que son grand-père est né en Israël. Donc ces gens-là, ils ont totalement échappé à l'Holocauste. Donc, ne confondons pas. Hein, les 6 millions de juifs qui ont fini dans les camps de concentration et les juifs qui sont en Israël, ce ne sont pas les mêmes juifs. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Et c'est là où il y a un problème. C'est que quand on est un observateur, on se dit, mais comment c'est possible que des juifs qui ont souffert, qui ont été martyrisés, hein, qui ont été persécutés pendant 2000 ans, qui ont subi l'Holocauste, puissent faire à des gens qui n'ont rien à voir avec l'Holocauste. Hein. Les Palestiniens ne sont pas les Allemands. Hein. Je dirais, les sionistes, genre Netanyahou, hein, toute cette clique de néo-nazis, ce sont pas des néo-nazis, ce sont des nazis juifs, tout simplement. Hein. Au lieu de s'attaquer aux Palestiniens, ils auraient pu s'attaquer aux Allemands. Ben non, non. Netanyahou va jusqu'à dire que Adolf Hitler n'avait pas l'intention d'exterminer les Juifs. Il va jusqu'à dire que c'est le grand moufti de Jérusalem ou les Arabes de Jérusalem, les Palestiniens qui ont soufflé cette idée à Adolf Hitler. C'est complètement dingue. Voilà. Donc, j'espère que moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un historien, je suis un gars qui a vécu, j'ai lu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai écouté des choses, j'ai entendu des versions, et voilà, je pense que, je ne sais pas si ça servira à quelque chose cette vidéo, mais voilà, c'est ma version. Donc le problème aujourd'hui,
c'est que va... Alors je regarde si je suis à 15 minutes déjà. Oh, c'est terrible. J'essaye de faire le plus court possible et à chaque fois, je fais des vidéos trop longues. Bon, il faut que je finisse. Le problème aujourd'hui, c'est que si l'État d'Israël disparaissait, que deviendraient les Israéliens? Je ne parle pas des coupables. Les coupables, il faudrait les condamner. Hein, il faudrait les condamner, les mettre en prison. Et comme au tribunal de Nuremberg, les plus coupables, il faudrait les pendre. Hein. Ils veulent bien pendre les prisonniers palestiniens. Pourquoi ne pas pendre les juifs coupables de crimes contre l'humanité? Mais le problème, c'est qu'il y a des millions de juifs qui vivent en Israël. Donc, si cet État disparaît, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? C'est pas possible de les... Soit ils vont revenir en masse en Europe ou aux États-Unis. Je vois ça difficilement parce que les gens sont antisémites. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Et ils auront dans l'idée que ce mec-là qui vient d'Israël, est-ce que je peux l'accepter sur mon territoire alors que peut-être c'est un criminel de guerre, hein? C'est un petit peu la réaction qu'un Français, par exemple, pouvait avoir en 1945 quand il rencontrait un Allemand. Hein? Ce mec-là, est-ce que c'est un nazi? Il n'a pas assassiné des gens, hein? Un manque de confiance. Il est évident que les Israéliens ont complètement saccagé leur réputation. Elle est complètement saccagée. Et elle n'est pas seulement saccagée pour les Juifs d'Israël, mais elle est saccagée également pour les Juifs du monde entier. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Donc, la seule solution, c'est là. Peut-être qu'avec les événements qui se passent, il va y avoir un chamboulement, je ne sais pas. Hein. Comment va se développer le conflit actuel, Iran, Israël, avec USA, Trump, hein, on ne sait plus ce qu'il veut faire, Trump, hein, d'accord? On ne sait pas comment ça va se dégoupiller, mais peut-être que ça va déboucher sur la possibilité, enfin, de faire une partition, un retour aux frontières de 1948, où les Palestiniens récupéreront leurs terres et leurs droits, et les Juifs auront toujours la possibilité d'avoir leur État. Mais un État comme ça, bicéphale, c'est une horreur. Pourquoi ne pas imaginer une lente réconciliation? C'est vrai que c'est dur à imaginer, hein. Après tant d'années de haine, de conflits, de morts, c'est dur à imaginer. Donc peut-être un État qui aurait donc deux parties, une partie palestinienne, une partie juive, et puis au cours des années, peut-être une réconciliation. Je ne sais pas. Là, je suis désarmé. Je suis désarmé. C'est un sac de nœuds, vous savez. C'est un sac de nœuds. Voilà, j'arrête là. Je m'excuse d'avoir été aussi long, 18 minutes. Je m'excuse vraiment. J'espère que ce film, cette petite vidéo n'est pas inutile. Que la paix soit sur vous. Je le dis en français seulement. Hein, que la paix soit sur vous.